de la topographie sous-marine. Et tout ce qui se passe là-bas, c'est le reflet de ce qu'on va voir sur le littoral. Donc, le littoral, finalement, c'est un espace. C'est pas une ligne. Et si on arrive à comprendre tout ça, on verra par la suite pour l'aménagement comment agir et que faut-il faire. Encore beaucoup plus compliqué, ce que vous voyez ici, les cinq ballons, en fait, ça dit que c'est un carrefour où plusieurs agents travaillent en même temps. Certes, le climat, au premier plan, peut-être je vais vous décevoir parce que j'y crois pas beaucoup au changement climatique. Je ne crois pas beaucoup, je vais vous décevoir, oui. Alors, les travaux en climatologie en Tunisie, étalés sur le XXe siècle, n'ont pas montré une tendance, ni vers l'assèchement, ni vers l'augmentation des températures. Et en Méditerranée, les années de vaches grasses et les années de vaches maigres, ça a été toujours comme ça. Je ne crois pas beaucoup, mais de toute façon. Mais il y a le climat, il y a le budget sédimentaire, c'est-à-dire ce que le littoral peut gagner et ce qu'il peut perdre. Il peut perdre par les barrages qui vont, par exemple, arrêter, ou par l'érosion marine, par l'attaque de la mer, les processus côtiers, évidemment les vagues, les courants marins, le vent. On oublie souvent les activités humaines. Les activités humaines peuvent exciter l'action des agents naturels et peuvent être donc à l'origine. L'essentiel, c'est que vous avez entre les différents panneaux une réciprocité des flèches, de va-et-vient. Cela veut dire il suffit qu'une flèche sera abolie ou n'existe pas, que tout le système va s'effondrer. Nous, les géographes, on dit que c'est un géosystème, c'est-à-dire c'est un système interrelié. Il suffit de déterminer un élément que tout le système, tout le géosystème, donc risque de tomber. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas tenir compte uniquement du climat, ni de l'activité humaine, ni de la mer, ni de vent. Il faut tenir compte de cette panoplie de choses. Et cette panoplie de choses, elle seule, elle peut nous aider. Évidemment, le littoral, c'est là où on habite. La Méditerranée, c'est là où nous avons plus de 20 villes dont la population est supérieure à 2 millions. Nous avons plus de 30 villes dont la population est supérieure à 1 million. Donc cette occupation, cette ruée vers le littoral, auparavant le littoral, il était déserté parce que la mer c'est le domaine de l'autre, c'est la frontière de l'ennemi, c'est d'où viennent les sirènes. Il était abandonné. Maintenant il est peuplé, surpeuplé, saturé, sursaturé. Et c'est cette sursaturation qui va demander de la nature combien une nature très légère, donc de beaucoup de choses, beaucoup plus qu'elle ne peut produire. Alors, je vous ai dit que la part de l'homme est importante. Ça, c'est la situation de Derna. Derna, c'est une ville libyenne où il y a eu de grosses inondations le 12 et le 13, du 10 au 12 septembre 2023. Pour vous résumer très vite, la faute était à l'homme et non pas à la nature. Parce que les hommes, ce que vous voyez, les hommes ont occupé le fond du cours d'eau, ont occupé le fond du lit du cours d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont occupé la voie d'eau. Ils ont oublié que le cours d'eau peut couler, même s'il n'a pas coulé depuis 10 ans. C'est-à-dire les eaux ont retrouvé leur tracé, la catastrophe s'est produite. Lequel est allé à l'autre, chez l'autre? Les hommes ou les eaux? C'est les hommes qui ont occupé donc la voie d'eau. Alors ça, c'est une tempête aussi. Vous avez la même chose aussi en France, une tempête. Pourquoi? Parce que ici, chez nous et dans le monde, l'essentiel du problème maintenant de déséquilibre qui affecte le littoral, c'est l'occupation du DPM, le domaine public maritime. Maintenant, le domaine public maritime, c'est le bien de la mer. Donc si vous allez compléter sur ça, la mer va se fâcher. Et quand la mer va se fâcher, elle demandera beaucoup plus qu'elle ne peut donc demander. C'est-à-dire que nous avons toujours présent à l'esprit le proverbe de Claude le Grand. Claude le Grand, l'Hollandais, donc, qui a pensé arrêter l'avance de la mer. Et je préfère dire l'avance et non pas l'avancée. L'avance est un terme militaire. Et la mer fait l'avance, c'est-à-dire qu'il s'avance, il ne recule pas. Donc il a voulu arrêter la marée. Et il s'est fait ruiner. Non, on doit respecter la nature. À Calèche, tout à l'heure, je vous ai dit comprendre le littoral.
Il faut comprendre d'abord la dynamique du littoral, sinon vous allez avoir ce que vous voyez devant vous. Grosso modo, et d'une façon très simplifiée, on peut dire que le littoral comprend deux formes. Une forme comme ça, en abrupte, c'est ce qu'on appelle une falaise. Une falaise. Ça c'est le Maroc, c'est Tanger, ça. La photo d'en bas, c'est à Tanger. J'ai passé plusieurs jours là-bas, sur le terrain aussi. Mais on voit maintenant sur cette falaise qui est dans les archipels de Qarqneh, au pied de la falaise, vous avez déjà des constructions. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de très mal. On a voulu construire un mur de soutènement pour soutenir la falaise, parce que la falaise est en train de reculer et à une vitesse très forte. Donc, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas bien. La deuxième forme, c'est les plages. Donc, le chat, doit être une plage sableuse. Donc, la plage, par définition, c'est un secteur d'accumulation. Les falaises, par définition, c'est un secteur de recul, naturellement. On va voir que maintenant, nous sommes en train de vivre l'inverse. La faute à qui? C'est la faute à Voltaire, je vais vous expliquer. C'est la faute à Voltaire. Donc, peut-on et doit-on lutter contre les falaises? Par nature, les falaises, leur destin est de reculer. Les falaises, leur destin est de reculer. Pourquoi? Pour que les matériaux soient transportés par les courants marins pour alimenter les plages. Donc, si vous allez faire une tentative d'arrêt de recul des falaises, vous allez générer un problème très grave sur le littoral. Il y aura un déficit de sédiments. Vous avez devant vous la grande falaise de Monastir, c'est une ville qui se trouve dans l'océan. Et on va voir par la suite qu'est-ce qu'on a fait de cette falaise. Ça, c'est à l'état naturel, avec des échangeurs, évidemment. Et parce que les falaises étaient abandonnées pendant longtemps, parce que c'était des terrains difficiles, parce qu'on était éloigné toujours des falaises, et maintenant, puisqu'on est à la recherche de milieux de plus en plus sauvages, et pour quitter les plages et la bousculette des plages, on a pensé à essayer de réduire l'érosion des falaises. Vous voyez maintenant au pied de ces falaises, vous avez ces phénomènes des tétrapodes. Ce sont des embranchements pour arrêter la falaise. Arrêter la falaise, c'est-à-dire aller contre nature. Et si on va aller contre nature, par la suite, on doit s'attendre au résultat qu'on va voir par la suite. C'est pourquoi je vous ai dit que je mets le plus le temps sur l'homme, beaucoup plus que sur la nature. Donc, partout ailleurs, les falaises, on était obligé de les fixer. Vous avez un certain nombre d'équipements qui ont été faits. Finalement, quand on voit ce paysage-là, on dit que le littoral a été dépaysé et on assiste à l'enlaidissement de paysage par ces travaux de pouvoir arrêter les falaises. Généralement, les travaux de lutte, c'est pour changer le profil de la falaise. On appelle ça le reprofilage. Ou bien pour mettre un mur de soutènement qui va la soutenir, ou des épées pour que les vagues brisent avant d'arriver au pied de la falaise. Mais tout ça, c'est une initiation pour annoncer que les plages n'ont plus de sources pour pouvoir s'alimenter. Alors, par exemple, Monastir, cette photo, je vous ai dit que c'est 45 ans de terrain que j'ai fait. Cette photo, le point de départ, c'était 1992. Alors, on a voulu faire ces moyens de lutte contre cette falaise. On a voulu reprofiler la falaise, des murs de soutènement. On a tué la falaise. Et lorsqu'on a tué la falaise, parce que la falaise de Monastir, vous voyez au fond, ça c'est le palais présidentiel de Bourguiba, Skans à Monastir. Or, qu'est-ce que la chose, comment elle est devenue à partir de 2002? Or, c'est ça. On a tué la mer maintenant. Rien ne bouge. Donc il y a maintenant une catastrophe d'érosion importante qui touche les plages de Skans, pour ceux qui connaissent la région. On va les voir par la suite. Il y a des hôtels qui ont ouvert leurs portes et pas leurs plages. Il n'y a plus de plage. Pourquoi? Parce que les plages s'alimentaient de cette falaise. Vous avez fait ça, c'est bien. C'est devenu maintenant en quelque sorte un secteur donc, de va-et-vient. C'est bien, mais on est allé contre nature et le résultat est ce qui est. Certains d'entre vous vont me dire, mais que peut-on faire dans la mesure où il y a un certain nombre de falaises qui abritent par exemple des choses très,
très importantes sur le plan patrimonial. Par exemple, Carthage, qui est maintenant attaquée par la mer, où les terres d'Ordona sont carrément attaquées. C'est vrai, comme c'est le cas là, à gauche, vous avez les sites de Carthage, et au deuxième plan, vous avez l'Académie de Tunisie, dont je fais partie, et qui le local, en fait, c'est le palais Bédical, le palais de Bé. Donc, pour sauver tout ça, dans ce cas-là, on peut, dans ce cas, attaquer les falaises et on peut pouvoir les contrôler. Ou ce que nous avons à droite, si nous avons des ruines romaines, puniques, arabes, donc de portée importante, dans ce cas-là, on peut lutter. Sinon, on ne doit pas aller contre nature. Alors, très vite, parce que je sais que le temps passe, les plages, qui sont par définition une zone d'accumulation. Si on a privé les plages des sédiments qui peuvent venir des cours d'eau, lorsqu'on a barré les cours d'eau en faisant des barrages partout, ce n'est pas la peine de donner des exemples. Si on a barré également les sédiments qui peuvent arriver aux plages parce qu'on a construit des ports, il y en a 47 ports en Tunisie, avec des digues, celui de Tanger est allé de 2 km à 40 dans la mer. Si vous avez une digue orientée perpendiculairement par rapport au trait de côte, cela veut dire que la dérive littorale du courant marin littoral ne pourra plus transporter les matériaux de la falaise vers la plage. Donc, autant de choses. L'essentiel des constructions des hôtels tunisiens ont été construits sur le TPM, le domaine public maritime. Donc, dans ce cas-là, les plages vont disparaître. La question, les plages vont-elles disparaître? Et elles ont disparu. Je vais vous donner des exemples. Parce que, très vite, vous voyez une balance. Pour que le littoral, pour que la plage s'engraisse, et elle doit s'engraisser sans cesse, il faut que ce que vous avez à gauche soit égal à ce que vous avez à droite pour qu'il y ait une stabilité. Or, je vous ai dit, les plages, ce n'est pas une stabilité, c'est un engraissement. Donc, c'est-à-dire que les pays devraient balancer vers l'aggression, beaucoup plus que ça. Maintenant, malheureusement, une enquête qui a été faite à l'échelle mondiale par l'UIGI, qui est l'Union géographique internationale, a montré que 60% des plages dans le monde sont en train de maigrir. Alors que naturellement, il faut que les plages à 100% devraient s'engraisser. Et toutes les plages n'ont pas connu cette crise en même temps. Si elles n'ont pas connu en même temps cette crise, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la cause est une cause anthropique. Si la cause était une cause naturelle qui intéresse la totalité de la planète, l'accident serait synchrone de même date. Et ici en Tunisie, par exemple, dans les régions qui ne sont pas occupées, on n'a pas de problème de crise d'érosion. Il n'y a pas d'érosion de plage. Donc l'érosion de plage sont étroitement liées d'abord à l'accélération de la touristification et ensuite aux équipements qui ont été faits. Ailleurs, il n'y a pas eu de tels équipements, les plages ne se font pas. Donc, on peut conclure que tout ça, c'est lié à l'homme, si bien qu'un certain nombre de cours d'eau, comme on est la Méditerranée, ici, ça c'est l'embouchure en Italie, et vous voyez l'embouchure, la couleur blanche, c'est l'embouchure au 19e siècle. Regardez comment ça a reculé petit à petit avec le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, même les régions susceptibles de s'engraisser sans cesse, vu l'apport sédimentaire des cours d'eau, sont en train de démaigrir. Parce que les plages connaissent une perte beaucoup plus importante que ce qu'ils gagnent. Il y a une photo que je projette la plupart du temps et que j'ai beaucoup de mal lorsque je la projette. Elle me rappelle des choses et des choses. C'était en 1981. J'étais jeune comme vous. Maintenant, je suis pas à la fourrière. J'étais jeune comme vous. C'est cette photo-là. Cette photo-là, j'étais sur le terrain. La nuit qui a séparé le 30 du 31 janvier 1981. Il y avait une tempête exceptionnelle qui a porté toutes les plages de la grande baie de Tunis. Depuis Sidi Boussaïd jusqu'à Hamamlif. Et ça, c'est Hamamlif. Donc la nuit d'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la rangée de palmiers, il y avait l'esplanade, et après l'esplanade, il y avait la route goudronnée, et après la route goudronnée, vous avez le trait de côte. En une nuit, la mer a fait ce qu'il ne peut pas faire pendant plusieurs décennies. C'est lié à quoi? Les hommes ont construit la route, ont construit l'esplanade au dépôt de la dune bordière. La dune bordière, c'est l'abri.
c'est la vie. C'est la vie de la plage. La mer se fâche. Et je vous ai dit que la nature, lorsqu'elle se fâche, donc il y a des conséquences importantes. Vous avez ici des témoignages qui montrent de recul de traits de côte. Ça, ce sont des blockhaus. Les blockhaus, c'est les constructions fortifiées qui ont été construites pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands, aussi bien en France qu'en Tunisie, qu'au Maroc, qu'en Algérie. Ça a été construit en 1942. Les blockhaus, c'est pour que le soldat puisse se protéger derrière ce blockhaus et derrière la dune portière. Si on va les trouver engagés comme ça dans la mer, on peut mesurer avec le temps et on peut dire ça y est, j'avance très vite. Donc j'avance. Donc on va comprendre et on va mesurer l'ampleur. Donc j'avance. Djerba, l'île de Djerba, la photo elle date de 1961. À droite, quand il y avait un seul hôtel qui s'appelle El Jazeera, l'hôtel El Jazeera. Maintenant nous avons 120. Nous avons, parce que je suis djerbien. Et j'ai déposé par mes propres mains le dossier de Djerba à l'UNESCO. Lorsque Djerba a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial, si bien que vous voyez le littoral touristique, il souffre maintenant. Il y a plusieurs plages qui n'ont plus de plage. Ces flèches montrent que le déficit sédimentaire est devenu un déficit sédimentaire très important. Voilà l'antenne qui a ouvert la porte et non pas la plage. À gauche, il y a le phénomène aussi marin, parce que la mer se dégrade sous l'effet de la pollution. Et la prairie à Posidonie qui se trouve dans la mer, lorsqu'elle se dégage, c'est pas des saletés. C'est pas des saletés, c'est quelque chose que naturellement qui doit garder et lutter contre le déferlement de la vague. Mais on va voir que malheureusement, on va essayer de le nettoyer et même de le jeter à part. Voici un hôtel, 5 étoiles de luxe, les pieds dans l'eau. C'est la fondamentale toujours. Or, les fautes qui sont commises par l'homme, c'est pourquoi je condamne l'homme beaucoup plus que. Il y a un port qui a été construit qui ne tient pas compte de la dynamique naturelle parce qu'il y a la dérive littorale qui transporte. Lorsqu'on fait la digue, on va priver la dérive littorale, on ne pourra plus transporter. J'ai travaillé sur le terrain le jour de la construction en leur disant c'est interdit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. J'ai suivi 2 ans après. Vous avez déjà un ensablement. La couleur a changé. Il y a un ensablement. La digue donc a piégé les sédiments. 2 ans et demi. Voilà la situation. 3 ans. Voilà la situation. Donc vous voyez que les changements que nous voyons sur le terrain, ce sont des changements qui sont dus beaucoup plus aux mutations socio-économiques qu'à la nature. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, essayons de comprendre la nature. Ne construisons pas sur le TPM. 75% des hôtels de source sont des hôtels construits sur le TPM, le domaine public maritime. Or, cela la Posidonie, comment on la ramasse pour s'en débarrasser, alors que c'est un parachoc naturel qui devrait être sauvegardé. Évidemment, si on rajoute à tout ça la pollution que mes collègues tout à l'heure, ça c'est Cabès, les Issiens de Cabès, ça c'est les marées noires. Si on a des choses comme ça, on doit s'attendre. Donc, vos collègues journalistes, ils ont écrit pour dire que, tirant le signal d'alarme, donc la Posidonie, elle sera détruite. Et c'est la Posidonie qui sert de nurserie pour les poissons et qui sert d'amortisseur, comme les amortisseurs d'une voiture, d'amortisseur pour les vagues, si elle sera détruite. C'est-à-dire que les vagues seront déchaînées. L'érosion deviendra donc de plus en plus importante. Voilà ce que vous avez à gauche. Ça, c'est la plage du Monastir, juste après la falaise. Vous avez donc fait des travaux sur la falaise, vous avez payé sur la plage. La même chose après la grande phase de ce que vous avez vu tout à l'heure dans la région de la même livre. Finalement, la plage a disparu et les enrochements ont pris place. Là, donc, on a tué la mer. Ce que vous avez à droite, c'est Roland Paskov, un des géomorphologues. Celui qui est à gauche, c'est un Bourg-Comunji, comme il était comme vous, à l'âge de 30 ans. Maintenant, je suis pas dit. Le monsieur là. Mais ça fait 40 ans que j'ai pris cette photo. J'ai des droits d'auteur. Attention. C'est la même chose en France. Ça y est, je termine, ça y est. C'est la même chose en France. Donc, vous voyez que le littoral est maintenant artificialisé. Fini. Donc, le sable, c'est une alimentation artificielle. C'est un sable qui vient du continent. Alors, donc, c'est pas la peine de dire tout ça.
C'est pas la peine de dire tout ça. J'allais vous expliquer. Mais vous nous envoyez quand même la Et présentation. j'allais vous expliquer tout ça c'est très important. Mais maintenant, comme j'ai plus de temps, bon, je vais quand même laisser. Permettez-moi 2 minutes pour vous donner un exemple éloquent. Comment on peut s'adapter à de tels problèmes. Un Djerba, le Djerbien, qui gère bien, le Djerbien qui gère bien, ils ont bien géré cette situation. Je vais vous donner l'exemple de cette plage que vous avez vue, qui date de 1961. Il était comme ça. J'ai suivi. Depuis cette date-là, jusqu'à 2016. Alors, vous avez la situation, donc juste après, la mer a commencé à lécher le pied de l'hôtel, alors que le jour de la construction, l'hôtel était éloigné de 45 mètres de trait de côte. Je fais tourner l'image, le temps passe. En 1978, ils ont commencé à faire des travaux de lutte contre l'érosion. Ils ont construit des systèmes de glacis. Il n'y a plus de sable, mais sauvant, on essaie de sauver l'hôtel. Ça n'a pas marché. En 1981, un mur de soutènement. Au contraire, les vagues vont devenir beaucoup plus féroces et vont attaquer davantage parce qu'ils vont utiliser les débris de ce mur comme projectiles pour pouvoir éroder davantage. En 1900, ce que vous avez ici, donc en 1993, il n'y a plus d'hôtel. à Djerba, où il n'y a pas de roche, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de cours d'eau, les enrochements ont fait leur apparition, on les a importés du continent pour lutter contre la plage. Donc, pour lutter contre la dégradation de la plage. Alors pourquoi je vous dis ça? Finalement, le monsieur, le responsable, il a cru à l'adaptation à ce problème et il a utilisé ce qu'on appelle le recul stratégique. Il faut reculer. Il a démoli l'hôtel, il a reculé à une distance de 250 km et regardez comment maintenant la plage, on a gagné la plage. Sauf qu'il il ne faut pas lutter avec force, il faut s'adapter. Et je ne vais pas continuer davantage, donc c'est pas la peine de vous dire on s'en va plus. Or, lorsque on se quitte maintenant, une phrase, si vous retenez une phrase, pour dire que de tout ça, il paraît que le littoral connaît une crise, que les données naturelles sont des données déclenchantes de cette crise, parce que c'est valable pour le monde entier. Les causes anthropiques sont des causes, si les autres sont déclenchantes, les causes anthropiques sont des causes aggravantes. Si on retient ça, c'est déjà beaucoup. Et merci.